Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Questions contemporaines. Collection dirigée par B. Péquignot, Desroland et Jean-Paul Chagnolot. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Georges Kornheiser, Le capitalisme, cancer de l'humanité, 2015. Florent Villard, Critique de la vie quotidienne en Chine à l'aube du XXIe siècle, 2015. Julien Péquignot, François-Gabriel Roussel Dire, Les métavers, dispositifs, usages et représentations, 2015. Michel Bergadaa, Le plagiat Académie. Comprendre pour agir, 2015. Walter Gerbin, Civilisation. De la fabrique d'un concept à la fabrique d'une guerre, 2015. Julien Demade, Les embarras de Paris, ou l'illusion techniciste de la politique parisienne des déplacements, 2015. Arnaud Richard, Fred Hilon, Naïda Guelil, Le discours politique identitaire dans les médias, 2015. Jean-Joseph Palmier, Que faire des minorités visibles, l'exemple de Gaston Monnerville, président du Sénat, 2015. Abdelkrim Bout, Essai sur la visibilité des migrants relégués, 2015. Philippe Nadin, Un néofascisme à la française, 2015. Morgan Coupel, L'éthique, une si belle utopie, 2015. Pascal Mounier, Plaidoyer pour une démocratie populaire, 2015. Philippe Jourdain, Pour un humanisme durable, 2015. Michel Meneault, Jean-Claude Ozou, Pour une aide au développement enfin efficace et durable, 2015. Arnaud Münster, Jean Jaurès, Un combat pour la laïcité, la République, la justice sociale et la paix, 2015. Alain Dulot, Impasse de l'école. Réflexion sur une institution en panne, 2015. Cyril Boignet, Les sociétés foncières entre finances et villes durables, 2015. Michel Manavella, L'individu, Raison d'être de l'humanité pour un anarchisme humaniste, 2015. L'opération de la cataracte, en Inde au XVe siècle, par Jacques Daviel au XVIIIe, qui invente la chirurgie réglée et détermine la voie d'abord du cristallin, la moins délabrante possible, de façon raisonnée, de nos jours en asepsie. Pour le lecteur. Prenons l'histoire naturelle de l'œil et de la vision, sensorielle et cognitive, comme paradigme de ce texte. La couverture de cet ouvrage cite l'image célèbre de Le chien andalou, de Luis Buñuel et Salvador Dalí en 1929, que Jean Vigo analysa dès 1930 comme une provocation à l'ambiguïté humaine qui accepte les monstruosités, ou anomalies, de la réalité, mais vibre de dégoût devant une image ou une histoire reconstituée. Qui est cette victime? À qui appartient cet œil qu'on veut lacérer? Il nous a paru saisissant et quasi prophétique, que ces maîtres du surréalisme dès 1929, et le succès des rééditions de 1961 et 1983 témoignent de la pérennité de la réception de leurs propos par le public, et choisi comme métaphore de cette ambiguïté, cette image sanguinolente, ce geste chirurgical détourné, de la section d'un globe oculaire. L'œil, c'est l'organe de la vision, perception sensorielle, qui devient secondairement vision conceptuelle et réflexion. L'œil fut, à la mi-temps du XVIIIe siècle, le premier organe sur lequel on pratiqua une chirurgie à froid, réglée, planifiée, qui engageait pour la première fois, après tous ces siècles où seule était possible la brutale chirurgie de guerre, la responsabilité du chirurgien et du médecin. Il faut donc d'abord rendre ici hommage à Jacques Daviel, 1696 à 1762, chirurgien du roi, qui pratiqua la première opération moderne de la cataracte le 21 avril 1745, et publia sa technique et sa méthode lors d'une conférence restée célèbre à l'Académie royale de chirurgie de Paris le 13 avril 1752. L'hôpital où Daviel exerce, l'Hôtel-Dieu de Paris, est alors en activité depuis l'installation des Sœurs Augustines, sous Dagobert II en 651, soit depuis 1100 ans. Mais c'est sous l'égide des Lumières, avec et après Daviel, que la médecine entre définitivement dans l'ère contemporaine,
faisant surgir peu à peu les questions auxquelles elle est aujourd'hui confrontée. Il faut ensuite tenter avec notre lecteur une réflexion sur la vision que les médecins d'une part, la société d'autre part ont sur les affaires judiciaires de responsabilité médicale, vision qui nous paraît avoir beaucoup évolué. Nous rendrons aussi hommage à la vision de quelques artistes, dont Honoré Daumier. Ces recueils, les gens de médecine, et plus encore, les gens de justice, ont conservé toute leur acuité. Équitablement féroce envers tous, magistrats, avocats, médecins, patients, familles, et donc jamais méchant, son regard est toujours d'une étonnante modernité. De modernes talents, dont celui de Jérôme Mazra, qui a ici prêté son crayon, se sont inspirés de Daumier. La préface du magistrat. Par Patrick Desmures, président honoraire de la Chambre de l'Instruction, Cour d'appel de Paris, février 2015. Béatrice Grandordy m'a offert la possibilité d'ouvrir la voie au lecteur de cet ouvrage, qui ne peut que questionner un magistrat pénaliste. Le constat qu'elle établit sur le fonctionnement de l'institution judiciaire lorsqu'elle traite de la responsabilité pénale des médecins est sévère. La critique est-elle infondée ? Je ne saurais l'affirmer, tant il est perceptible que la justice pénale est ressentie par le médecin qui s'y trouve confronté comme une machine, une suite d'engrenages aveugles, destinés à le broyer inexorablement. Son patient ou ses proches, qui auraient pu obtenir par d'autres voies l'indemnisation de ce qui lui paraît être un accident, deviennent à ses yeux des ennemis attachés à sa perte sous l'œil complaisant d'un juge d'instruction. J'ai pu constater au fil des années le mur d'incompréhension qui s'est élevé entre les médecins et les juges, alors que la similitude de leur situation aurait dû les rapprocher. Les uns comme les autres, personnages habituels de séries télévisées, ne sont-ils pas encensés par l'opinion avant d'être conspués pour les erreurs réelles ou supposées dont les médias se font avec tant de complaisance, les Échos ? N'ont-ils pas alors le même sentiment d'avoir pourtant étudié et travaillé avec probité et conscience, de n'avoir agi, ni par esprit de lucre, ni avec légèreté ou malignité ? Cette incompréhension n'est-elle pas en définitive la résultante de la méconnaissance des contraintes et des conditions matérielles et morales, auxquelles ils sont également confrontés ? Certes, il existe des situations dans lesquelles l'action d'un médecin relève à l'évidence de la justice pénale, quand la faute est volontaire ou qu'elle est la conséquence d'un comportement volontairement ou consciemment inadéquat, telle la consommation de stupéfiants ou d'alcool avant une intervention chirurgicale. Ces situations ne sont pas l'objet du présent débat. Ce qui nous interroge ici, ce sont les situations nombreuses dans lesquelles le praticien a voulu agir dans l'intérêt de son patient et lui a bien involontairement causé un dommage. Ce rejet de la voie pénale dans les affaires de responsabilité médicale, qu'exprime avec tant de force le docteur Grandordy, me semble s'expliquer à la fois par le contexte juridique et par l'environnement judiciaire défavorable aux médecins qu'elle décrit. Le contexte légal, c'est le plus généralement pour les médecins celui de la faute dite d'imprudence. Or l'imprudence, hormis le cas de la mise en danger délibérée d'autrui, qui suppose un comportement volontairement dangereux, n'est pas répréhensible en elle-même. Elle n'est poursuivable qu'en fonction de ses conséquences. Ainsi le médecin qui, après avoir examiné un patient avec une certaine légèreté, lui prescrit un traitement inadéquat et contraire aux préconisations de la science, n'encourt aucune sanction pénale si son patient n'en a pas ressenti de conséquences dommageables. Inversement, la gravité du préjudice déterminera la peine encourue, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement si la victime est décédée, voire 5 ans s'il y a eu violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement, 2 ans d'emprisonnement si l'incapacité totale de travail est supérieure à 3 mois, et 1 an si elle est inférieure ou égale à 3 mois. De plus, alors que le droit pénal se doit d'être extrêmement précis dans sa définition des éléments constitutifs de l'infraction, les lois d'incrimination étant d'interprétation stricte, l'article 121A3 du Code pénal, qui prévoit la poursuite des infractions dites non intentionnelles, comporte de nombreux éléments susceptibles d'interprétations diverses. Que recouvrent exactement les notions de diligence normale, de faute caractérisée ? Quelle est la cause directe du décès d'un blessé ? L'accident qui l'a conduit aux urgences ? La mauvaise évaluation de son état par l'interne ? L'absence de contrôle immédiat du médecin senior occupé par un autre patient ?
ou l'insuffisance du personnel affecté par la direction à ce service surchargé. La Cour de cassation tente de dégager des solutions au fil des affaires qui lui sont soumises, sans que leur nombre étant limité, une jurisprudence claire puisse se dégager. Le texte de l'article 121A3 déjà cité a au demeurant été modifié à 2 reprises depuis l'entrée en vigueur du Code pénal en 1994, en sorte que la jurisprudence a dû s'adapter aux nouvelles règles. Si l'on s'interroge sur les raisons des avatars de ce texte, on s'aperçoit vite qu'ils ne sont pas en lien avec les quelques centaines de plaintes annuelles portées contre des médecins, lesquelles d'ailleurs ne font pas l'objet de statistiques particulières et dont le nombre est insignifiant au regard des innombrables causes d'accidents entraînant des préjudices corporels. En particulier, les délits de blessures et homicides par imprudence servent de base à la masse des poursuites engagées pour des infractions routières ayant entraîné des atteintes aux personnes, et pour lesquelles la nécessité d'une répression accrue s'est imposée au cours des dernières décennies pour tenter de juguler l'hécatombe. Inversement, les parlementaires se sont émus de l'accroissement des poursuites contre les décideurs publics à la suite d'accidents sur la voie publique ou en milieu scolaire imputés à des élus locaux. Cette situation coïncidait par ailleurs avec la perte de l'immunité de juridiction, dont avaient notamment bénéficié les maires jusqu'en 1993, et avec le sentiment d'une augmentation des procédures financières ou de santé publique visant des élus ou des décideurs publics. De même, les mises en cause un peu trop systématiques des employeurs à la suite d'accidents du travail sont apparues préoccupantes. Une première modification de l'article 121A3 du Code pénal est donc intervenue en 1996, exigeant qu'il soit tenu compte in concreto de la mission, du pouvoir, des compétences et des moyens dont le mis en cause disposait, pour que puisse être retenue une faute d'imprudence. Considérant que les tribunaux ne tiraient pas suffisamment les conséquences de l'exigence ainsi posée, la loi dite Fauchon, 4 ans plus tard, modifiait en profondeur le texte en différenciant le sort de l'auteur direct de celui de l'auteur indirect des faits. Ce dernier, c'est-à-dire généralement le décideur public ou privé, qui a seulement créé la situation dangereuse ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'empêcher, n'est désormais poursuivable que s'il a, soit délibérément violé une obligation légale ou réglementaire de sécurité, soit commis une faute caractérisée en ayant connaissance du risque majeur qu'elle pouvait engendrer. Il semble que l'adoucissement de la répression, recherché par ces modifications législatives, n'a pas eu d'incidence sensible en matière de responsabilité médicale. À titre d'exemple, la notion de causalité directe a été interprétée assez largement par la Cour de cassation. Ainsi, à la suite d'une maladresse commise par un interne au cours d'une intervention chirurgicale, le médecin senior qui était présent à ses côtés a été considéré comme auteur direct alors qu'il ne manipulait pas les instruments. Inversement, pour la qualification de la faute caractérisée, la conscience du risque majeur est quasiment présumée de par la nature même de l'acte médical, quel qu'il soit. À cet environnement législatif et jurisprudentiel déjà de nature à inquiéter les médecins dont la responsabilité pénale est mise en jeu, s'ajoute la brutalité de la confrontation avec la justice pénale. La procédure pénale s'est construite au fil du temps pour des délinquants ayant agi volontairement, généralement pour des mobiles crapuleux ou malveillants, en outre atteints parfois de troubles psychologiques. Les services d'enquête, tout comme les magistrats pénalistes, sont habitués à une population dont la probité est rarement la qualité première, quelle que soit sa place dans l'échelle sociale. Le mensonge, le faux témoignage, les pressions sur les témoins, les actions dilatoires sont le lot quotidien des policiers et des juges d'instruction. Il s'ensuit que les mesures d'interrogatoire, de garde à vue, de perquisition sont minutieusement réglementées pour un tel contexte de manière à garantir à la fois les nécessités de l'ordre public et la sauvegarde des libertés individuelles. Rien d'étonnant dès lors que la suspicion à l'égard des déclarations qui leur sont faites, la crainte de la disparition des preuves ne devienne une sorte de déformation professionnelle des enquêteurs, attitude qui ne peut que choquer ceux qui ne sont pas coutumiers de la procédure pénale. Au regard de cette situation, j'ai en revanche été souvent frappé par l'attitude déconcertante des médecins lors des auditions que j'ai pu faire, leur tendance à s'en tenir à une approche simplement médicale ou scientifique des faits sans les éclairer par les conditions dans lesquelles ils sont intervenus. Lors d'un colloque, un médecin expert expliquait avoir reçu, à l'occasion de procédures,
des lettres de médecins s'accusant d'erreurs qu'ils avaient commises avant tout débat. J'imagine que leurs avocats ont dû apprécier ces initiatives intempestives. Une enquête pénale, c'est aussi une accumulation d'éléments divers et notamment de témoignages, les plus dangereux étant quelquefois ceux des personnes dont la bonne foi est évidente. 2 exemples illustreront mon propos. Le premier est tiré d'un reportage porté à l'écran sous le titre « Un coupable idéal ». Il expose comment la justice américaine a été sur le point de condamner pour meurtre un jeune noir, dont le profil n'évoquait en rien celui d'un délinquant, simplement parce qu'il avait été interpellé à proximité du lieu des faits. La responsabilité de cette enquête scandaleuse repose pour l'essentiel sur l'incompétence et la déloyauté des policiers qui en avaient eu la charge, mais il doit être également relevé l'influence du témoignage du mari de la victime, présent lors des faits. Ce témoin privilégié a reconnu formellement le jeune homme qui lui a été présenté, alors qu'il n'existait aucune ressemblance physique avec le véritable meurtrier arrêté ultérieurement. Je pourrais citer 10 exemples de victimes ou de témoins ayant en toute bonne foi identifié de manière erronée un suspect. Le second exemple a trait à une affaire de responsabilité médicale dont j'ai eu connaissance. À la suite du décès par infarctus d'un homme, son épouse qui avait porté plainte m'avait déclaré que le médecin généraliste qui était intervenu n'avait pas évalué la gravité de l'état de son mari et avait expliqué qu'il s'agissait de troubles digestifs. En fait, la nature du produit injecté au patient et l'appel au service d'urgence démontraient que le médecin poursuivi avait bien apprécié la situation et avait simplement cherché à calmer son malade. La plaignante restait néanmoins persuadée de l'incurie de ce praticien. La perception des faits, tout particulièrement dans un contexte fortement émotionnel, ne correspond parfois guère à la réalité et sa restitution en sera encore souvent plus éloignée. La parole de la victime ne peut pourtant que difficilement être remise en cause par la défense. Nous touchons là à l'une des particularités des affaires de responsabilité médicale, qui tient à ce que ces procédures sont engagées dans la quasi-totalité des cas, sur plainte avec constitution de partie civile, ainsi que l'expose justement le docteur Grandordi. Le parquet en effet, sachant qu'il existe d'autres voies d'indemnisation des victimes, n'engage généralement des poursuites que lorsqu'il existe une faute évidente et grossière laissant craindre qu'elle ne se reproduise. La place ainsi donnée à la victime, en lui ouvrant la possibilité de mettre en mouvement l'action publique, fût-ce contre l'avis du ministère public, relève d'une particularité de la procédure française qui permet à toute personne ayant souffert d'un dommage causé par une infraction de se constituer partie civile devant un juge d'instruction. Ce droit accordé aux victimes d'avoir directement accès au juge pénal constitue, certes, un contrepoids utile à la libre appréciation de l'opportunité des poursuites du parquet, dont l'inertie pourrait à l'extrême être constitutive d'un véritable déni de justice. Il peut toutefois être objecté que dans les pays anglo-saxons, cette contrepartie à l'indépendance des autorités de poursuite n'existe pas, c'est surtout qu'il ressort des statistiques qu'en 2000, les plaintes avec constitution de partie civile représentaient 25 à 40% du total des affaires instruites dans les cabinets d'instruction et qu'elles se terminaient pour 80% par des décisions de non-lieu. Les mesures procédurales de retardement mises en place par la loi du 1er juillet 2007 face à cette situation, en imposant à la partie civile d'attendre que le procureur ait fait connaître son intention quant aux poursuites sous un délai butoir de 3 mois, ne semblent pas avoir d'effet sensible sur le nombre des plaintes, autre que de les ralentir, d'autant que les textes ouvrant la possibilité à des associations de se porter partie civile se sont multipliés. La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle en outre régulièrement dans ses arrêts que le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a l'obligation d'instruire, et fait montre de la plus grande réticence à l'égard des décisions de refus d'informer que peuvent prendre les magistrats instructeurs lorsqu'ils sont confrontés à des plaintes fantaisistes. S'il semble admis que la santé est un coût pour la collectivité, la même règle économique ne semble pas être appliquée en matière judiciaire. La victime n'est plus, dès lors qu'elle s'est constituée, un simple spectateur de la procédure, elle en devient l'un des acteurs, disposant à peu près des mêmes droits que le mis en examen. Assistée d'un avocat, elle peut déposer des mémoires, demander des actes d'instruction et faire appel de la plupart des décisions du juge d'instruction et notamment des ordonnances de non-lieu. En matière de responsabilité médicale,
Sa présence est particulièrement déterminante. Son statut de victime est indéniable, eu égard à ses souffrances physiques, à des séquelles invalidantes ou à la perte d'un proche et ne peut qu'entraîner la plus grande compassion. La victime se sent de surcroît, souvent investie d'un devoir de mémoire et de l'obligation de mener un combat, pour pouvoir faire son deuil, et trouver en fait un coupable à un décès qu'elle ne peut accepter. Alors que l'espérance de vie s'allonge, que les progrès de la médecine sont patents, que les décès surviennent le plus souvent en milieu hospitalier, hors du domicile familial, la mort dans nos sociétés paraît de plus en plus inconcevable, a fortiori si elle est inattendue et plus encore bien sûr lorsqu'il s'agit de celle d'un enfant ou d'un conjoint encore jeune. C'est là sans doute l'une des raisons pour lesquelles les plaintes pour des complications survenues lors d'accouchements ou d'interventions réputées bénignes sont les plus nombreuses. Face à ces situations humaines si douloureuses, la défense du présumé responsable devient extrêmement difficile et toute tentative d'explication sera perçue comme une manifestation d'insensibilité, une absence de compassion nécessairement en rapport avec les négligences ou les maladresses qui lui sont déjà imputées. Les magistrats eux-mêmes, au-delà de la compassion naturelle qu'ils peuvent ressentir pour les victimes, raisonnent souvent dans une logique d'indemnisation des préjudices alors que l'élément premier d'un procès pénal est la notion de culpabilité avec ce qu'elle implique pour le prévenu. Par ailleurs, s'agissant de questions techniques et n'étant pas médecin, il s'en rapporte essentiellement à l'avis des experts médicaux pour déterminer l'existence d'une faute. Or l'expertise dans la procédure pénale obéit à d'autres règles qu'en matière civile. L'évolution vers une expertise totalement contradictoire, souhaitée par la Cour européenne des droits de l'homme, n'est pas encore totalement achevée. J'ai le sentiment que dans des expertises aussi délicates, une discussion point par point devrait s'instaurer, ce qui ne semble pas compatible avec les moyens dont dispose la justice pénale, avec en outre une tendance globale à ne pas remettre en cause l'avis de l'expert précisément parce qu'il est censé être le sachant. Je ne suis pas certain que les experts eux-mêmes aient conscience du poids que prennent les mots qu'ils emploient dans leurs rapports, lorsque les avocats des parties ou l'accusation s'en emparent, alors qu'en matière de responsabilité pénale le simple rapport de causalité entre le comportement et le préjudice n'est pas suffisant si les circonstances ne permettent pas d'établir que le médecin disposait concrètement des moyens, des pouvoirs et des compétences au moment et dans le contexte dans lesquels les faits se déroulaient. Ce ne sont là que les exigences de la loi. Il paraîtrait bon, pour le moins, que des experts ayant des compétences diversifiées puissent se prononcer conjointement pour disposer d'approches différenciées du comportement incriminé. On voit donc que loin d'apaiser les passions, le débat judiciaire, tout particulièrement devant le juge pénal, exacerbe les antagonismes, fige les positions et cristallise les rancœurs. Les statistiques effectuées au tribunal de grande instance de Marseille montrent que, sur 35 informations ouvertes pour des infractions mettant en cause la responsabilité de médecins, un tiers des procédures seulement a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, et un prévenu sur 5 a été relaxé. Un tel bilan est pour le moins préoccupant, en termes de souffrances psychologiques accumulées au cours de longues années de procédure, tant pour les plaignants que pour les médecins. Nous savons qu'il existe un aléa judiciaire, comme il existe un aléa diagnostique et thérapeutique, mais la disproportion entre le chiffre des accidents médicaux, dont l'immense majorité est traitée par la voie civile ou administrative, avec celui des plaintes enregistrées au pénal et du nombre encore plus réduit des condamnations doit nous interpeller. Il est bon que Béatrice Grandordy se soit penchée sur cette question avec sa sensibilité et son expérience de médecin, et qu'elle puisse ainsi faire réfléchir tous les intervenants au procès pénal. La justice sans bandeau sur les yeux. Place de la Palue, Lausanne, avant 2009. Le glaive de la justice a été dérobé et remplacé plusieurs fois depuis la Renaissance, dont la dernière fois en 2009. Depuis, le glaive n'a pas été remplacé. Détail de la façade du palais de justice Vesoul, Haute-Saône. Célèbre depuis qu'il fut sculpté entre 1760 et 1770, à la fin du règne de Louis XV, ce bas-relief situé sur la partie supérieure de l'élévation du palais de justice de Vesoul montre le fléau déséquilibré de la balance de la justice et le masque de la comédie. Faut-il y voir le mécontentement du sculpteur, mal rétribué, par les services déconcentrés de M. de Marigny, ou une réflexion plus avancée sur le difficile équilibre de la justice ? Une introduction, pourquoi ce livre ?
Les multiples facettes de la responsabilité médicale. La médecine est un exercice humain, complexe, stimulant, passionnant, utile, exigeant et réclamé. Passionnant parce qu'humain, réclamé parce qu'utile, exigeant et stimulant parce que complexe. La médecine française, la meilleure du monde. L'expression a été galvaudée, et du fait justement de la complexité à laquelle elle atteint et des difficultés de la période actuelle, ne saurait qu'être objet de débat. En tout cas, peut-être, le système de soins le plus généreux du monde, avec une médecine qui a fait de gros efforts sur la voie de la modernité, qui garde des spécificités et subit des tensions, un écartèlement entre les aspects compassionnels de la profession et le progrès technique, entre la médecine traditionnelle et l'inflation des savoirs. La médecine suscite beaucoup d'attentes, et la société augmente la pression de sa demande à l'égard de ses praticiens. Les sites d'information médicale prolifèrent sur tous les supports médiatiques, poussant parfois à se demander ce qu'un lecteur sans connaissance fondamentale en biologie, en physiologie, en médecine en général peut y comprendre. Les études de médecine initiale pour devenir médecin généraliste ont été depuis quelques années portées de 7 à 8 ans. Il serait maintenant question de les rallonger d'1 ou 2 ans. Et pour une spécialité médicale 4 ans supplémentaires, portés peut-être bientôt à 5. Le médecin, éternel étudiant, c'est très stimulant, et nous ne saurions qu'approuver, mais à l'égard d'une pratique, à l'échelon de la durée de la vie humaine, cela fait-il sens ? Ces exigences sur le contenu s'accompagnent aussi d'une judiciarisation de la médecine. On demande maintenant à des magistrats d'intervenir dans des affaires médicales. Certes, c'est l'évolution dans l'ensemble du monde occidental, mais cette judiciarisation ne se fait pas selon les mêmes modes dans tous les pays développés. S'il est légitime partout de répondre aux plaintes des patients, il est aussi nécessaire de veiller à ce que ces plaintes ne soient pas sans limite et abusives. Les magistrats portent la lourde responsabilité de répondre aux besoins de justice des patients, mais ils doivent également veiller à ce que les médecins soient traités équitablement. Le corps social n'est pas constitué que de victimes potentielles attendant leur chevalier blanc, mais aussi de praticiens qui doivent être respectés. Les médecins eux-mêmes doivent veiller à recevoir une aide pour l'organisation de leur défense judiciaire et utiliser leurs propres institutions, dont le conseil de leur ordre, auprès duquel ils sont dans l'obligation d'être inscrits, pour faire remonter leurs légitimes aspirations. Nous avons voulu ici tenter une analyse du vécu par les médecins de leur mise en cause par le système judiciaire, en nous basant sur plusieurs cas personnels, proches ou portés à notre connaissance. En particulier, nous insistons sur le système judiciaire pénal, dont la mise en marche possède des spécificités qui sont bien françaises. Dans un ouvrage récent La médecine à l'épreuve du risque pénal, Lina Williat-Pelliteri rassemble les points de vue de plusieurs auteurs réunis en séminaire, et conclut que les juristes déplorent l'absence de textes pénaux propres au monde de la santé, tandis que les médecins ne comprennent pas le système pénal actuel lorsqu'ils y sont confrontés à leurs dépens. Cette incompréhension porte sur la forme et sur le fond du système pénal. Le médecin s'est initialement engagé dans cette voie par souci d'humanité, l'envie de soigner et le besoin de participer à une démarche scientifique utile à autrui. Au terme de ses études, en toute cohérence avec celle-ci, il a prêté le serment d'Hippocrate qui, quoique reformulé et complété, demeure fondamentalement ce qu'il est depuis des siècles. Et voilà que soudain, au décours d'un accident survenu dans le cadre même de cet exercice professionnel pour lequel il s'est longuement formé, il se retrouve sur le banc des accusés comme un délinquant. Il ne l'accepte pas, il est dérouté, on le serait à moins. Le fonctionnement de la machinerie pénale revêt au départ la forme d'une enquête ou instruction judiciaire très lourde et très longue, sur plusieurs années, renvoyant souvent le médecin devant le tribunal correctionnel. Mais les décisions de justice par ce tribunal correctionnel, auxquelles les conclusions de l'instruction sont soumises, viennent finalement les démentir dans environ 60% des cas. C'est en effet ce pourcentage de médecins, légèrement variable selon les années et les tribunaux, qui est relaxé, c'est-à-dire blanchi, après avoir été traité en délinquant, malgré la présomption d'innocence qui devrait caractériser l'instruction pendant toute la durée de celle-ci. Quant aux 40% qui sont condamnés, il est difficile d'avoir accès au fond des dossiers. Se pose donc la double question de la justification du pénal en matière de responsabilité médicale,
et de la rationalité et de la justesse de sa mise en œuvre vis-à-vis des praticiens poursuivis. Les chiffres concernant les affaires de responsabilité médicale traitées par le système pénal ne sont disponibles que depuis peu et de façon partielle. Le Conseil de l'Ordre des médecins confirme ne disposer d'aucune donnée chiffrée, et les recherches dans le milieu judiciaire, pour qui s'intéresse au sujet, relèvent du parcours du combattant, couronné par un demi-succès ou un demi-échec, comme on voudra, dans la mesure où ni les tribunaux correctionnels de grande instance ni les cours d'appel ne disposent de statistiques. Et c'est auprès de la Cour de cassation qu'il faut trier, parmi les coups et blessures, omission de porter secours et homicide involontaire, les cas concernant la responsabilité médicale, lesquels, ne constituant qu'une fraction de l'ensemble des dossiers, ne sont pas forcément représentatifs. Il est donc nécessaire de se tourner vers les assureurs, les seuls à disposer de statistiques, et ce sont les données du plus important des assureurs médicaux que nous citerons ici en renvoyant le lecteur à ces statistiques disponibles sur son site internet depuis 2008 seulement. Sur le fond, le sens du pénal en matière médicale est problématique. Le principe sur lequel repose le système pénal consiste à sanctionner la faute et non pas l'erreur. La sanction pénale pour une prise de risque médical n'est pas tant liée aux conséquences qu'il génère, qu'à son caractère inadmissible, moralement. On nous dit que la notion de faute, initialement morale, indissociable de la responsabilité, condamnable pour exemplarité aux yeux de tous, est actuellement reconsidérée, puisqu'on dissocie désormais faute pénale et faute civile, et que la responsabilité délictuelle ou non délictuelle est l'objet de débats ardents. Chacun sait que la formule responsable, mais non coupable, a fait couler récemment beaucoup d'encre. En matière médicale, le problème est particulièrement brûlant, puisqu'il s'agit d'un domaine où il est souvent difficile de différencier la faute de l'erreur, et où l'erreur elle-même est indissociable de la notion de risque. Or toute décision médicale, si minime soit-elle, est une prise de risque incontournable, qui s'accompagnera un jour ou l'autre de l'erreur. Ce n'est pas pourtant qu'il y a faute, ni qu'on doive confronter d'emblée les médecins à une institution qui va d'abord chercher exclusivement à démontrer qu'ils sont fautifs, lorsqu'il y a eu, en apparence, des effets néfastes pour un patient consécutifs à un acte médical. Tout se passe comme si médecins et magistrats appartenaient à deux mondes culturellement différents. La façon d'envisager la plainte, du patient, du justiciable, le risque, l'erreur et peut-être la mort sont fondamentalement divergents pour le magistrat et le médecin. Rechercher la manifestation de la vérité sur un fait médical, à l'aune d'un point de vue pénaliste, revient à mettre le médecin en grande difficulté, et ce pour un bénéfice final, l'intérêt du patient, la réparation de ses souffrances qui n'apparaît pas clairement. Certes, les affaires de responsabilité médicale traitées par le système pénal sont peu nombreuses, quelques centaines, par rapport au nombre de celles traitées en responsabilité civile ou par les commissions de compensation et d'indemnisation. Le pénal a néanmoins un sens fort, d'ailleurs garanti par les institutions, puisque la décision pénale commande les autres types de juridictions. Le médecin confronté au pénal se retrouve tout d'abord isolé, sans pouvoir attendre une aide du Conseil de l'Ordre, sans pouvoir s'exprimer ni faire valoir ses droits, tant que le tribunal correctionnel n'a pas rendu son jugement. C'est cette discordance entre le traitement pénible du médecin mis en cause et sa relaxe dans près de 6 cas sur 10, qui signale que le système pénal appliqué au médical n'est pas adapté sans doute dans sa forme actuelle. Sur le plan des principes, un État de droit ne peut pas se satisfaire de traiter comme des délinquants une population de professionnels qui n'en ont pas la vocation ni l'activité, et à laquelle par ailleurs ils demandent beaucoup. Les médecins ont de nombreux principes encadrants, l'éthique et la déontologie, la confraternité et la collégialité, leur forme particulière et subtile de hiérarchie, leur responsabilité civile, leur formation continue, leur vocation. Le pénal pèse de surcroît à leur égard, comme un système, en quelque sorte ingrat et de mauvaise foi par avance, pour reprendre l'admirable expression de Chateaubriand, surtout s'il finit par conclure dans plus d'un cas sur deux à une relaxe pour les mises en cause. Il est possible que les relaxes finalement prononcées traduisent la lente prise de conscience par les magistrats du problème du risque médical. Mais les médecins, relaxés et blanchis après 5, 6 ans voire plus, seraient en droit, en tant que justiciables, de demander des comptes à l'institution judiciaire. Sont-ils face à une menace aggravée,
exercée au nom du peuple par une institution ayant autorité? Ce livre est destiné aux médecins, aux magistrats, aux juristes et plus généralement à toute personne qui se sent concernée par la responsabilité médicale. Comme nous croyons que la majorité du lectorat, hormis les professionnels du droit, et à commencer par les médecins, n'est pas au fait de la législation sur la responsabilité médicale, nous commençons par un rappel du cadre juridique dans lequel elle est traitée. Mais les lecteurs souhaitant des détails et des précisions les trouveront dans la littérature spécialisée, dont nous donnons une courte bibliographie. Cette première partie en forme de résumé est comparative, car fidèle à la formule que Voltaire place dans la bouche de Candide, nous pensons qu'il est certain qu'il faut voyager, et que le système français ne peut pas se tenir à l'écart de ce qui est fait dans les autres pays développés. Tous les pays développés ont mis en place des procédures de réparation pour les patients victimes d'erreurs médicales ou d'aléas thérapeutiques, au sein de leur système de santé. Le système français n'est pas le plus simple, et d'aucuns s'interrogent sur la cohérence de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.